Une nouveauté dans le droit belge en passe d'être finalisée d'après le journal Le Soir. Les patrons devront bientôt motiver par écrit le licenciement d'un employé à la demande du travailleur. Les détails avec Nathanaël Poli et Elisabeth Auters. Quand une entreprise souhaite licencier un employé, elle peut le faire assez facilement sans devoir apporter de justification. Ça, c'est le système actuel qui va donc changer. À l'avenir, le patron devra préciser les motifs de sa décision par écrit, si et seulement si l'employé le demande. Il se peut effectivement qu'il y ait des travailleurs qui ne souhaitent pas savoir pour éventuellement ne pas mettre en péril la recherche d'un emploi par ailleurs auprès d'un autre employeur, parce que ça pourrait évidemment laisser des traces, une motivation qui serait négative, mais donc ce serait une obligation après coup à la demande du travailleur. Cette justification du licenciement existe déjà pour les ouvriers. À l'avenir, les employés seront donc eux aussi mieux protégés. Mais certains points sont encore en débat en ce moment, notamment la question des sanctions pour l'employeur qui ne justifierait pas un licenciement. Il faut que, comme la carotte et le bâton, on soit incité à respecter la règle du jeu. Alors effectivement, il y a un débat là-dessus pour savoir est-ce que ça va déboucher sur une indemnisation financière, est-ce que ça va rallonger le délai de préavis, tout ça est encore en discussion. Des discussions dans la discrétion. Patrons et syndicats ne souhaitent pas faire de commentaires tant que les négociations sont en cours. Mais le principe est acquis et cela risque de donner davantage de travail aux avocats. Ça risque d'engendrer des débats pour savoir est-ce que la motivation, elle est justifiée, est-ce qu'elle s'inscrit dans un cadre réglementaire qui est acceptable, c'est-à-dire soit un licenciement en raison du comportement du travailleur, soit un licenciement qui correspond à une finalité économique et sociale de l'entreprise. Syndicats et patrons sont tout proches d'un accord. Il pourrait être conclu dans les prochains jours. Les pièces de 1 et 2 centimes vont bientôt disparaître de la circulation. Les prix seront arrondis à la hausse ou à la baisse, c'est selon, avec une crainte pour de nombreux consommateurs de voir augmenter les prix, même s'ils sont soulagés de se débarrasser de cette monnaie encombrante. Des réactions recueillies par Emmanuel Dupont et Ghislain Federspiel. C'est une des rares boulangeries où le prix du pain n'a jamais été arrondi. 1,64 € pour le 7 céréales ou encore 1,93 € pour le campagne. Un prix carré pour lequel la boulangère a son explication. Parce qu'en fait, quand on est passé à l'euro, moi j'ai converti les francs belges en euros. Le pistolet à 12 francs est donc passé légitimement à 31 cents. Du coup, à la caisse, les centimes d'euros ici ne sont pas vraiment superflus. 16,99 € s'il vous plaît. Est-ce que vous avez 99 centimes sur vous ? 99, non, on donne plutôt toujours des gros à monsieur. C'est plus facile quand il y a du monde. De fait, les clients sont partagés. Ici, beaucoup reconnaissent ne pas vouloir s'embarrasser de ces petites pièces. J'en ai beaucoup et j'arrive pas trop à les utiliser. J'ai pas le réflexe de les prendre directement. D'instinct, on prend plus facilement celle de 5 centimes ou de 10 centimes. Du coup, celle de 1 et 2, elle s'accumule. Le gouvernement vient d'approuver un projet de loi qui vise à retirer les pièces de 1 et 2 centimes de la circulation. Il propose d'arrondir les prix aux 5 centimes d'euros le plus proche. Exemple, ces clémentines à 1,52 € passeraient à 1,50 €, ce basilic à 2,85 € ou encore ces oignons à 1,20 €. L'association de défense des consommateurs redoute l'inflation. Les commerçants vont-ils faire valser les étiquettes à leur avantage ? Notre boulangère n'est pas dupe. Les prix sont libres, donc je fais comme je veux, moi. Mon pain, il est à 2 €. Si je veux passer à 2,10 €, on ne peut pas m'interdire. Le prix est libre, donc je mets le prix que je veux. Selon le syndicat neutre des indépendants, 88% des commerçants sont favorables à la suppression de ces pièces qui, chaque année, coûtent 2 millions d'euros à l'État pour les produire. Voilà, bonne journée. Merci. On poursuit avec cette révolution dans le domaine de la recherche médicale. Depuis le 1er janvier, la firme pharmaceutique Pfizer met les données issues de ses études cliniques à la disposition des chercheurs. L'objectif est d'accélérer la création de nouveaux médicaments. Sébastien Rosenfeld et Dominique Sokolowski ont pu en exclusivité découvrir l'unité de recherche clinique de phase 1 du groupe situé à Bruxelles. C'est la seule en Europe. Reportage. Ce volontaire d'Issin fait partie du groupe qui participe à la première phase de la recherche clinique. Ces paramètres font l'objet de toutes les attentions. Il teste actuellement des molécules pour un éventuel traitement d'une maladie de peau, le psoriasis. Pour cela,
il reçoit 1 500 €. Au début, on se pose des questions et après ma première étude, je m'étais rendu compte que finalement, c'était pas si... Enfin, pour l'instant, on n'en sait rien, mais pour l'instant, j'ai jamais eu d'effets secondaires graves, on va dire. Enfin, même minimes. Isabelle est le médecin responsable du centre implanté par Pfizer dans l'hôpital Erasme. Elle s'assure des effets éventuels du produit. Les journées PK, ça va, c'est pas trop lourd? Non, ça va. Parce que ce sont les journées où il y a normalement plus de prise de sang, plus d'examens. Une nouvelle substance a 60% de chances de passer cette partie du protocole. Isabelle sélectionne avec attention les volontaires selon des critères très stricts. On va leur donner un médicament et on va analyser comment le corps absorbe ce médicament, donc comment le médicament passe dans le sang, comment après il est éliminé par les urines et par les selles. Et c'est important que ce soit des volontaires sains, comme ça il n'y a pas de changement. Donc il n'y a pas d'autres médicaments dans le corps, ce ne sont pas des gens qui sont malades, donc c'est vraiment des données tout à fait pures par rapport aux médicaments. 24 heures sur 24, des experts analysent les échantillons prélevés pour valider la suite du programme. Il faudra encore 8 ans et de nombreux tests avant que le médicament soit commercialisé. Mais un élément risque de tout changer. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on va ouvrir ces données à d'autres chercheurs qui veulent avancer dans le domaine, avec le but final, bien sûr, d'accélérer le développement des nouveaux médicaments pour des maladies qui n'ont pas encore de traitement à ce moment-ci. Le coût total pour créer un médicament avoisine le milliard d'euros. Cette nouvelle transparence constitue une révolution dans l'approche de la recherche pharmaceutique. À l'étranger, c'est une première. La fille du roi d'Espagne, l'infante Cristina, a dû répondre aux questions des juges qui la soupçonnent avec son mari de fraude fiscale. Visiblement préparée à cette audition, elle est apparue détendue. Elle a affirmé avoir confiance en son époux. Benjamin Samin. 18h15, après une longue journée d'audition, l'infante Cristina, la plus jeune fille du roi d'Espagne et inculpée pour fraude fiscale, quitte le tribunal avec le sourire avant de s'engouffrer dans son véhicule. Un sourire qu'elle arborait déjà ce matin lors de son arrivée, juste avant de répondre aux questions du juge Castro. Elle a affirmé avoir confiance en son mari tout en prenant des distances avec ses activités. La fille du roi est en effet soupçonnée d'avoir coopéré avec son époux, lui-même mis en examen, au détournement de 6,1 millions d'euros d'argent public. Le tollé public a atteint un tel point qu'il a été jugé nécessaire que la princesse s'explique et n'alimente pas le scandale en contredisant ce que le roi a déclaré dans son discours de Noël, que la justice est la même pour tout le monde. Selon l'avocat de partie civile qui s'est exprimé lors d'une suspension d'audience, la fille du roi est apparue sereine, tranquille, bien préparée, même si elle éludait certaines questions. On a beaucoup entendu « je ne sais pas »,« je ne me souviens pas »,« je n'étais pas responsable de ça ». Et puis, à d'autres occasions, des réponses absolument incroyables. Et la colère des Espagnols gronde. Alors que l'audition est en cours, une manifestation anti-monarchie est organisée devant le tribunal. Et si la princesse ou son mari doivent aller en prison, eh bien ils doivent y aller. C'est pourquoi je viens avec cette cage symbolique ornée d'une couronne qui symbolise la couronne royale. Après l'audition de ce jour, le juge Castro devrait clore l'instruction ouverte en 2010 et décider si l'affaire débouche ou non sur un procès. En France, le train touristique des Pignes dans les Alpes de Haute-Provence a déraillé après avoir été heurté de plein fouet par un rocher de plusieurs tonnes, tuant 2 personnes. Il y a également 8 blessés, dont un plus gravement touché. On reste en France où la vigilance était toujours de mise ce matin en Bretagne, notamment dans le Morbihan et le Finistère. À nouveau, les pieds dans l'eau à la suite de 2 tempêtes cette semaine. Des inondations exceptionnelles qui touchent également le sud-ouest de l'Angleterre. Jimmy Méo. Les habitations sont coupées en 2 par le niveau du cours d'eau qui atteint ce matin près de 5 mètres. La Laïta est sortie de son lit et ses barrières installées en prévision n'ont rien pu faire. Mais au-delà de 4,50 m, 4,55 m, 60 donc effectivement l'eau passe par-dessus. Donc c'est pas un moyen pour guérir les inondations, c'est pour s'accommoder avec les inondations. Et il faudra encore s'en accommoder, car ce soir, tout le Finistère reste vigilant. Face aux forces de la nature, face à un incendie, face à une inondation, qu'est-ce que vous pouvez essayer de corriger à la marche, mais bon, l'eau quand elle est là, regardez le torrent que c'est, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Pire, dans le Morbihan, où ici, on s'attend à vivre les plus grosses inondations de ces dernières années.
Des précipitations intensives et rapprochées. Et cet hiver, c'est la 3e fois que des crues aussi exceptionnelles sont enregistrées en Bretagne. Au même moment, de l'autre côté de la Manche. Ici, le littoral est carrément détruit par les vagues. La digue, la route, le chemin de fer n'ont pas résisté à la puissance de l'eau. On n'avait jamais vu ça avant, avec une telle force. Le train a été recouvert, quelques maisons aussi, ça a fait plein de dégâts. Image impressionnante, cette mer qui gifle les façades et les maisons qui disparaissent. En Grande-Bretagne comme en France, même pour ces visions uniques, les balades en bord de mer sont fortement déconseillées. 2 tempêtes en une semaine. Au total, cela fait plus d'1 mois que l'ouest de l'Europe est touché par ces intempéries. Alors, comment expliquer la persistance de cette météo avec les conséquences que l'on connaît? Élément de réponse avec Olivier Pierre et Ghislain Federspiel. Des tempêtes, il y en a chaque hiver. Mais la dernière vague de tempêtes successives comme celle-ci date des années 90. Depuis plusieurs semaines, 2 masses d'air froide sont bloquées sur le haut de l'hémisphère nord. Les températures y descendent jusqu'à moins 30, voire moins 50 degrés. À la limite de cet air froid et de l'air plus doux de l'Atlantique, une série de dépressions circule, entraînées par le courant de jet, ce haut courant d'altitude qui ondule autour de la Terre. Pour l'instant, on a 2 poches froides, une poche froide sur les États-Unis et une autre sur l'est, du continent asiatique. Mais l'air froid contourne ceci et pour arriver dans des courants de sud-ouest vers nos régions et amène toutes des dépressions qui se forment finalement ici, qui se gorgent en humidité et en douceur et qui arrivent vers nos régions. Au même moment, les anticyclones habituels, celui des Açores et celui de la Russie, sont aux abonnés absents. Rien n'arrête donc cette suite de dépressions qui s'alimentent par elles-mêmes et se succèdent de jour en jour. Nous avons la tempête qui a traversé le pays hier qui se trouve déjà ici. On a la suivante qui arrive pour demain et vous avez celle qui va passer la semaine prochaine. Et tout ceci va être poussé, suivant ce jet, vers nos régions. Pour ne rien arranger, ces vents violents se combinent avec les plus fortes marées du mois. France et Royaume-Uni, les premiers touchés, n'ont donc pas fini d'être secoués par ces vents qui peuvent atteindre 100 km/h minimum. Le nord-ouest des États-Unis est lui touché par une tempête de neige et le sel commence à manquer. Des conditions météo qui provoquent l'annulation de milliers de vols et engendrent de nombreux problèmes dans les transports pour des millions d'Américains. Le Japon est lui aussi paralysé par une tempête de neige sans précédent qui a fait 3 morts et 500 blessés, essentiellement des accidents de la route dus au verglas.